どうもありがとうございました。タイトルには吉本隆明の天候論が掲げられていますけれども、この吉本隆明については昨日随分名前が出てきて議論いたしましたが、この吉本の天候論をまず検討の入り口にする。そうしますと、今日のご報告は吉本が開墾共同体の外部にいたというそういう議論に対して、いや本当に外部にいたのかというそういう批判の突きつけ方であったというふうに思い、また同時にパクタリの裁判というのを読んだときに、テキストとしたときに、そこからどのような問題が出てくるのかということを示してくださった報告だというふうに思いました。このように、お三方の報告が出されてきたわけですけれども、昨日ですね、丸山正夫を中心とするようなそうした光景が戦後思想の光景として見えてきたのですけれども、今日ご報告いただいたお三方の報告は中井正和であり、開高武であり、キム・ダルスであり、全く異なった光景というものが、これが戦後思想の問題として見えてきた。でそしてこの、見えてきた新しい戦後思想というものは、これは現代思想というものと接点をそれを持っている。あるいは別の言い方をすると、現代思想の観点からこれらのその作家たちそれを紹介してみるというのがお三方のご報告だったというふうに思います。昨日の報告が、昨日の議論が正統派マルクス主義と近代主義というものを軸にして行われたということを考えれば、今日なされました報告というものは、その正統派マルクス主義と近代主義が作り出した議論、あるいは思考の枠組みというものを厳しく問うという、そういうものであったというふうにも思います。同時にお三方の報告はそれぞれ補助線を引かれています。リュケンさんのご報告はフランクフルト学派というものを念頭に置きながら、補助線とされながらのご報告であり、それから酒井さんのご報告はハンナ・アーレントをそれを参照軸というふうにしながらの報告であり、それから高陽奈さんのご報告は、これはパクタリの裁判というテキストの重要の際、沖縄と本土における重要な際という、そういう補助線を引かれながらの引き方をしながらの報告であったというふうに思います。比較という方法をお三方は採用され、同時にそのことは世界における同時代性との接点を持っているんだという、そういうような形での問題の設定により議論を組み立てられたというふうに思います。お三方の報告はそのような形で共通性と接点を持っているというふうに私は理解をしておりますが、まずはお三方で相互に議論をしていただき、またかつその報告の中で言い残したことをそれを述べていただければというふうに思います。まず報告の順番に従いまして、リュケンさんから口火を切っていただけますでしょうか。Merci pour ces commentaires. Il y a un des thèmes qu'on retrouve dans plusieurs de nos interventions ici et qu'on a entendu déjà bien évidemment hier, c'est la question du tenko. J'ai entendu que la traductrice, l'interprète utilisait le mot reniement en français. Je trouve que c'est une assez bonne traduction. Je préfère largement cette traduction à apostasie ou d'autres de ce genre qui sont parfois utilisées. Je crois que c'est un débat qui est vraiment à la fois central et qui nécessite malgré tout d'être encore interrogé aujourd'hui.
On voit bien que Yoshimoto Ryumei en a fait un point nodal, que c'est aussi quelque chose qu'on a trouvé chez Tsurumi Shunsuke. Il n'était pas d'accord, il n'avait pas exactement le même point de vue. Et ceci dit, j'avoue que cette référence constante au texte de ces intellectuels des années 50-60 me gêne un petit peu encore aujourd'hui, dans la mesure où elle prend, je trouve, mal en compte ce qui était la réalité historique de ce que furent les Tenko dans les années 30, en particulier 40 au Japon, ce qu'on sait maintenant beaucoup mieux grâce aux travaux de gens comme Ogino Fujio, par exemple. Il ne faut pas oublier que des gens comme Yoshimoto, particulièrement Yoshimoto, connaissaient en définitive moins bien sans doute que la génération précédente ce qui était la réalité de la situation politique dans les années 30 en Allemagne, en France, en Italie, en Union soviétique. Donc il avait une connaissance de l'étranger qui était peut-être moins profonde que ce que pouvaient en connaître des gens de la génération de Taisho ou de la génération donc précédente. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que j'ai le sentiment que une bonne partie de son analyse repose sur l'idée que le reniement, le tenko, c'est un phénomène général qui est relativement peu historicisé. C'est presque, comme il le dit, quelque chose qui ressort d'une relation religieuse. Si on regarde dans le détail, il y a vraiment des tenko extrêmement différents, il y a des reniements extrêmement différents. Je prendrai une métaphore. Si vous avez une fuite d'eau, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez mettre un baquet en dessous, puis l'eau va tomber, ploup, 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 ça va se remplir. Vous pouvez fermer très fort, et puis réparer, donc. Vous pouvez couper l'eau. Vous pouvez utiliser plusieurs moyens. Et on n'arrivera pas du tout au même résultat. Et ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'en fait, il faut prendre conscience que ce qu'on a en France, ce qu'on a en Allemagne, ce qu'on a en Italie, ce qu'on a au Japon, certes, on peut utiliser le mot reniement, le mot tenko, mais derrière, il y a vraiment des choses qui sont très différentes. Et je pense qu'il faut tenir compte des apports de l'historiographie contemporaine depuis les années 90 pour renouveler notre compréhension des problèmes donc, ensuite philosophiques qu'il y a derrière. ありがとうございました。天候の概念をめぐってはまた高四郎さんからも発言があると思いますが、まずその次に酒井さんお話しいただけますでしょうか。Les effets des contextualisations différentes pour la compréhension de tel ou tel phénomène, tel ou tel texte, et il me semble que son intervention était extrêmement éclairante de ce point de vue-là. Et je m'interrogeais sur le rapport entre une perspective qui est finalement assez proche de celle des Subaltern Studies, à propos en particulier de la citation qu'elle a, donc c'est le Shiryo Go no Yon, donc dans ce texte. Et si on compare avec la citation donc de Sato Haruo dans les propos donc après jury du prix Akutagawa, donc c'est Shiryo Roku no Go. Donc une sorte on a envie de dire de structure de poupée russe de l'exclusion, où Sato renvoie le texte de Kimura dans une sorte d'exotisme coréen, donc de limitation de la portée du texte, alors même qu'à l'intérieur du texte, quand on voit la citation, on a une sorte de rejet de l'histoire du personnage féminin dans une perspective d'autant plus, on a envie de dire, soit complexe, soit perverse selon les points de vue que l'on adopte, que le narrateur prête au lecteur, c'est-à-dire à nous, un désintérêt pour ce personnage. Et on a envie de dire, que reste-t-il à ce moment-là de l'histoire de ce personnage féminin, de sa parole, de sa... Donc, une sorte l'establishment littéral, le bundan japonais, rejette dans une sorte d'exotisme coréen ce texte. À l'intérieur de ce texte même, le
le plus discriminable des personnages se trouve lui-même exclu. Et donc, j'aurais voulu que Ko-san nous en dise un petit peu plus sur ce thème, parce qu'il me semble que c'est extrêmement important aussi pour savoir comment nous, aujourd'hui, nous pouvons lire ce texte. ありがとうございました。酒井さんの方からは裁判という問題が提起されたというふうに、一応大きくくくってみると、転校とそれから裁判というそういう問題が江さんの報告の中に集約して両方扱われていますので、そこのあたりを入り口にしながらお話しいただけますか。はい、そうですね、私があえてですね、パクタールの裁判というものを非常にレトリカルな吉本というものと対峙をさせたかといえばですね、我々がこれまで転校論という話をしたときには、主に知識人男性を軸とする歴史家、それは転校論の問題だけじゃなくてですね、戦争の記憶の特に戦争責任論争を含めてですね、議論が展開されるときにそのような歴史家というものが、あったように思います。ですから先ほど1930年代の文脈をおっしゃったんですけれども、それはおっしゃる通りソ連とかイタリアとか世界のあらゆるところで起きている同時性というものに対して非常に注目をしなければならないと思いました。非常に勉強になったんですけれども、それだけではなくてですね、日本のその位置、想像力の地図というものが今の我々が考えている島国の地図ではなかったということをいかに捉えればよいのかということなんですね。で、1930年代に天候によって天候の嵐が起きていた時点に崩壊した日本の組織を誰が支えていたのか、それは朝鮮共産党を再建するために東京大阪に来ていた朝鮮人共産党員が全部日本人の組織に吸収されることによってですね、読めもしない日本人の日本語の雑誌を守ったりとかですね、いろんな形で朝鮮人の組織を支えて、転校後のですね、朝鮮人の日本人の共産党の組織を支えていく文脈が出てきます。で、その文脈によって何が崩壊したかといえばですね、朝鮮共産党の第4次朝鮮共産党の再建の基盤、組織、資金、それが全部ですね、転校後の獄中にいるですね、思想家のをサポートするための資金として流れていくようなですね、その文脈合わせてですね、やっぱりそこが見えないような構図になってるんですね。ですからやはり植民地の人々含めて転校という言葉は言葉として立派な言葉として文学的な実践を繰り返すことによって転校という概念はですね、形成されていた、非常にパフォーマティビティな面があると思うんですけれども、しかしそのような議論というものを成り立たせている土台として非常にきれいに削除されてしまっている問題、その人々の文字言語を残せない人々の問題、どんなふうに考えればいいのか、それは先ほどの酒井さんがおっしゃっていた6万人の死者と1人の死者の問題をどんなふうに考えればよいのかに多分リンクする問題形だと思います。それはもう同じようにその植民地の女性の問題なんですよね。それは例えばですね、日本人による植民地宗主国の日本人の知識人による問題として可視化されるだけではなくてですね、この問題の複雑さは同じようにですね、朝鮮人としての意識が目覚めていくようなですね、在日朝鮮人の文学の中、あるいは韓国における歴史家、新日文学論含めて今日はちょっと触れることができなかったんですけれども、韓国における新日文学論とかですね、転校論の枠組みも全く同じように共有するような形で女性のやっぱりここでは語りが女性完璧に興味を持たない無関心に基づいて声が発せないような物語の枠組みから排除してしまうことが出てくるんですけれども、それは同じように議論の上でも同じような形での処理のされ方があったのではないかということなんですね。例えば共産党においてもハウスキーパーの問題どう考えるかですよね。ハウスキーパーの問題を考えるときには彼女たちが手記をたくさんではないんです、何冊か足してるんですけれども、その言葉がどこに使われるかといえばですね、非伝校のあるいは日本共産党の正当性を問うために女性の身体あるいはハウスキーパーの存在が登院されていく。
その本質を問おうとはしないようなその議論がですね、全く転校の議論と同時並行的にパラレルに展開されていたということをですね、合わせて考えたときに、多分この女性の身体の問題はまた国境とか民族とまた違う形の線引きをしながら見ていかなければいけないのではないかというふうに考えております。はい、ありがとうございました。戦後思想ということを考えたときにですね、帝国植民地の問題、それからジェンダーの問題というものがなかなか見えてこなかったのではなかろうか。同時代的に非常に批判的な形で議論を展開していった開高武であったり、あるいは吉本隆明であったり、あるいは中井正和も含めてですね、その議論の中に帝国の問題や、あるいはジェンダーの問題がどういうふうに含まれていたんだろうか、あるいはそれを転出するような方法としてどういうことがあるんだろうかという、そういう議論になってきているかと思いますが、ルテンさんいかがでしょうか。La question est complexe parce que, en effet, la question de la résistance, elle est présente dans les trois exposés. Et derrière la question de la résistance, c'est la résistance à quelque chose. C'est donc l'opposition à quelque chose qui paraît dominant, ou en tout cas qui est oppressant. C'est donc l'activation soit d'une réaction physique, soit l'activation d'une pensée. C'est donc quelque chose qui est assez proche sur le plan intellectuel de la critique. La critique, elle est toujours une résistance à quelque chose. De ce point de vue-là, il y a évidemment aujourd'hui le besoin de rappeler l'importance de la critique. Et en même temps, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, la critique aujourd'hui est dans une position difficile parce qu'elle manque d'objets, ces objets sont fuyants, ces objets la dévorent elle-même. Je trouve que la critique aujourd'hui a du mal à s'installer, elle a du mal à trouver une manière de s'affirmer. C'est vrai que des domaines comme la question du genre, la question des rapports coloniaux ont permis au discours critique de continuer à avancer depuis une vingtaine d'années, mais j'y trouve une certaine, en tout cas moins de force que par le passé. Et je n'ai pas de solution, évidemment, mais ce qui est clair, c'est que la pensée critique, dans son ensemble, me semble dans une situation aujourd'hui fragile. ありがとうございました。では、酒井さんいかがでしょうか。Je ne peux qu'aller dans le même sens que Michael Lucan, d'autant plus que, enfin, aussi, en écoutant l'intervention de Mme Ko et en écoutant l'exposé de Michael Lucan, j'étais en train de repenser à cette notion qui a déjà maintenant plusieurs dizaines d'années, le temps passe très vite, qui est une notion élaborée donc, en particulier par l'école de Francfort et par Marcuse dans le prolongement de l'école de Francfort, dans cet ouvrage qui s'appelle, donc, alors je ne sais pas quelle est la traduction en japonais, L'homme unidimensionnel, et dans lequel donc Marcuse parle de quelque chose qu'il appelle la puissance du négatif intégré. Et donc où il montre très bien que le système capitaliste en particulier, mais pas seulement en fait, Marcuse a d'autres idées aussi en tête, donc intègre les éléments qui apparaissent d'abord comme des éléments critiques et négatifs pour en fait renforcer encore leur efficacité. Et d'une certaine façon, on est bien sûr, du point de vue de la perspective critique, dans un contexte qui est tout à fait celui-là. Et il me semble que c'est évidemment vrai dans la période contemporaine, dans ces temps d'ultralibéralisme, etc., mais qu'à bien des égards aussi, la question mérite d'être posée dans un temps plus ancien, en particulier pour la période de la pensée de l'après-guerre qui nous occupe aujourd'hui. では、コウさんいかがでしょうか。まずですね、先ほどの中井
のですね、ご発表の中でちょっと確認したいことがありまして、よく文脈は分からないんですけれども、グランシの翻訳とかですね、世界文化におけるその翻訳の問題なんですけれども、多分検閲という問題を入れていくとですね、当時我々がまず考えるのは、マルクス主義系の思想は非常に危ないものとしてあまり読まれなかったという、読みにくい状況であったという話と後にまた総力戦の文脈が入ってきたと思うんですけれども、しかしちょっとそこがよく分からなくて、そこに対してちょっと伺えたらと思うんですね。なぜかといえば検閲する側がですね、非常にマルクス主義系のテキストに対しての抑圧の仕方がそこまで厳しくなかったのではないかというふうな30年代まではですね、なんとなく思ったりするところがありまして、天候の連鎖が起きていた時期にまさに天候論の掲載した会場なんかがやっていたのは、マルクス・エンゲルス全集のを完璧に出版させてしまうようなことが起きたりとかですね、1937年8年の段階において台湾の作家とか朝鮮人の日本語で文学を書く作家たちが出てくるときに、非常にプロレタリア文学を再編しようとか言って、プロレタリア文学についてまた論争を再開したりするわけなんですよね。で見ていくとその時期はまだギリギリ出版ができたのではないかとか思いまして、ですからこの雑誌のですね、30年代の終わり頃のその雑誌の形態、果たして40年44年43年の段階での厳しい会場者が潰れてしまうような、出版媒体がですね潰れてしまうような状況とまた違う形での思想の枠組みが作れる可能性というものがあったのかどうか、その中に中井がいたのかどうか、そこがちょっと気になりました。それとですね、アイヒマン裁判についてなんですけれども、流れが合わなくてもいいですか、個別提出してもいいですか。先ほどの6万と1人の数字とですね、膨大な数字に遭遇したときに、やっぱり紙の状態ですよね、死の状態に合わせてお話をなさったと思うんですけれども、ちょっと私興味を持ったのがですね、最後の東京裁判について少し触れる形でですね、後からもう一回この裁判のことを振り返るような形でその文章を書いているというふうに私の記憶が確かであればおっしゃったんですけれども、その間に彼はそのベトナム戦争に実際にギリギリ命ガラガラで戻ってくるような、ほとんど一緒に取材をしていた時に何人かの人しか生き残れなかった戦争での目の前の戦闘の経験をしてしまっているわけなんですよね。でその中で彼は韓国兵に、旧植民地の韓国兵に対して非常に犯罪を起こしている側として処理をしながら、そこに一切植民地の記憶を持ってこないようなスタンスで日本人としての私というものを再整理をしていくような構図が見えていたりしたんですけれども、このようなアイヒーマン裁判の文脈においてですね、多分比較してしまうのはあまり良くないと思うんですけれども、しかし開校におけるですね、私の立ち上げ方というものが非常に気になりまして、ということは彼自身がドイツの問題を捉える時とですね、やはりそうじゃないアジアとの関係性を捉える時の間の差異があったのかどうか、そこがちょっと気になりました。お二人にそれぞれ質問があったのですが、まずリュウテンさんよろしいですか。つまり戦前の世界文化の時代の検閲を入れたような、つまり恐怖ということをリュウテンさんおっしゃいましたけれども、恐怖というのも段階分けできるのではなかろうかという、そういう質問だと思います。On a tous en tête un peu la chronologie, les premières répressions des mouvements prolétariens entre 28 et 32-33, où on voit comme ça tout ce qui est relatif au communisme qui est réprimé. Puis ensuite, on a cette vague entre 36 et 38 pour les mouvements, on va dire, libéraux, où il y a encore des éléments, on va dire, marxistes, de gauche, dont Sekai Bunka fait partie, puis ensuite 42-43, la guerre totale. Donc cette chronologie, elle existe et on ne peut pas la remettre en cause, elle est là. Il y a deux choses que j'aimerais souligner. Néanmoins,
en 36-37, avec une revue comme Sekai Bunka, j'ai été frappé de voir que des positions que je pensais avoir pris fin en 1933 étaient toujours possibles. Il y a des auteurs qu'on trouve en 36-37 qui sont encore présentés alors que je m'attendais à ce qu'ils soient censurés. Je suis frappé de voir qu'en 36-37, le nom de Marx, les noms de Lénine, les noms de grands penseurs marxistes, de révolutionnaires sont toujours possibles, hein, même si c'est dans des petits cadres, même si ça va entraîner une répression et la prison. Ça, c'est le premier point. C'est juste factuel, mais je pense que c'est important. Le deuxième, il est sur le contexte. Et je reviens sur les questions historiques. Je suis quand même un historien à la base. Il y a des différences, encore une fois, qui sont très importantes. Au Japon, il n'y a pas eu d'exil. Et ça me semble absolument fondamental dans la question de la constitution d'une communauté intellectuelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils sont partis. Marcuse, il est parti. Adorno, il est parti. Benjamin, il est parti. Il n'est pas parti bien loin, il est allé à Paris, il n'est pas parti en Espagne, il s'est suicidé, mais ils sont tous partis. Et même ceux qui ne sont pas partis, au moins ils pouvaient rêver de partir. Et puis ils pouvaient quand même secrètement recevoir des revues de la part de ceux qui étaient partis. Donc, il y avait comme ça une extériorité possible. Au Japon, je ne la vois pas, l'extériorité. On est coincé. Ceux qui partent, ils vont en Union soviétique, hop, ils sont mis dans les camps, ils sont tués pour certains. Il y en a qui vont en Europe, hein, ils sont obligés de rentrer en 40. Hein. Ils ne peuvent pas aller en Australie, aux États-Unis non plus. Après 37, 38, la filière d'Amérique du Sud, c'est fini. Je ne vois pas de possibilité d'exil, ou en tout cas, elle est extrêmement limitée. Possibilité d'exil, oui. Mandchourie, Corée, c'est-à-dire c'est transformer les possibilités d'exil en rêve colonial. Ça me semble une condition qui est très très différente de ce qu'on observe ailleurs, et donc il faut tenir compte de ces facteurs historiques pour comprendre les mentalités. ありがとうございました。酒井さん、お願いできますでしょうか。Oui, quelques éléments de réponse aux questions de Madame Ko, un peu en vrac. Il faut savoir que, à propos donc des textes de Kaiko sur la guerre du Vietnam, il a été très violemment critiqué par Yoshimoto Takaaki, lui encore, si je puis dire, qui, en particulier, lui reprochait de se contenter, en quelque sorte, d'avoir un point de vue de journaliste. Alors, je ne sais pas si on peut le suivre dans cette dépréciation du point de vue du journaliste, mais autrement dit, donc, il critique un souci, justement, de reportage en reprochant à Kaiko, donc, une sorte de déficit de problématisation historique. Et de ce point de vue-là, je crois que Kaiko, en ce qui concerne le Vietnam, avait très fortement la conscience, et d'ailleurs il le dit explicitement dans plusieurs textes, qu'il occupe un point de vue privilégié, et que son point de vue donc d'écriture même est un point de vue privilégié, Tokenteki Shiten, d'autant plus qu'il sait pertinemment que cette position qu'il a lui vaut évidemment la protection des troupes américaines qu'il est en train de suivre et qui va d'ailleurs lui valoir de sortir vivant d'un guet-apens dans lequel plusieurs centaines de soldats vietnamiens vont se trouver, eux, tués. Donc ça c'est un premier point. Et pourquoi me semble-t-il Kaiko le revendique sans gêne, si je puis dire, c'est parce que, sans doute, enfin, en tout cas c'est un des éléments, pour lui, outre la nécessité donc de rendre compte, de témoigner, ou dans le sens le plus distancié du terme, il y a toujours, me semble-t-il, ce souci de réacter quelque chose qu'il n'a pas vécu. Et dans les textes de Kaiko, toujours sur le Vietnam, reviennent de façon, là encore, récurrente et parfois obsessionnelle, des souvenirs de la période où, enfant, à Osaka, il a subi des bombardements et a pensé mourir. Et à un moment où il n'avait pas, en somme, ce Tokenteki Shiten,
cette position privilégiée. Là, il a survécu. Et cette fois, donc, dans ce contexte qu'on appelle l'enfer vietnamien, il bénéficie de ce point de vue. Deuxième point, aussi, c'est une réponse un peu décalée, mais je pense que la question demeure la même. Il me semble que la question du procès est en effet quelque chose d'extrêmement important dans la perspective de Kaiko. Au moment où il écrit donc Sabaki wa Warinu, donc comme je le disais, le titre même est une référence au film de Kayat qui met en scène un procès. Et au même moment, il est lui-même en train d'écrire un roman. Kaiko lui-même est en train d'écrire un roman qui met en scène aussi un procès. Autrement dit, la dimension procédurale est tout à fait présente chez lui à ce moment-là. De ce point de vue-là, je pense que l'intérêt, le point de focalisation de son intérêt est un peu différent de ce qui va se passer pour lui 5 ans plus tard au Vietnam. Je pense que là, c'est peut-être là qu'il y a une différence significative. Et dans le cadre même du procès, la question des 6 millions de victimes devient très importante. J'ai fait allusion brièvement à une sorte de polémique, c'est pas une polémique avec les deux protagonistes en face à face, puisqu'il y a un grand décalage de temps. Mais donc, Shoshana Feldman s'est beaucoup intéressée au livre de Hannah Arendt, et elle reprend en particulier un épisode important de Eichmann à Jérusalem, où Arendt critique l'interrogatoire d'un témoin par le procureur. C'est un épisode très dramatique du procès à Eichmann où un témoin, donc un survivant des camps, est appelé à la barre et on lui demande de donner son nom. Et il dit à ce moment-là, donc il donne son nom qui est Kat Setnik, qui est en fait son pseudonyme d'écrivain, parce que ce rescapé des camps, donc en sortant des camps, s'est mis à écrire donc sur son expérience et pour donner sa voix aux morts. Le procureur insiste pour lui faire donner son vrai nom. Il proteste d'abord, le témoin, en disant que son nom est celui-là. Et Katsetnik, en fait, c'est les initiales ça reprend K7, qui vient de Konzentrationslager. Et en fait, c'était les initiales du matricule que les déportés avaient dans les camps. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est une histoire un peu compliquée. Donc, autrement dit, il a pris comme pseudonyme les initiales qui étaient celles de tous les matricules que portaient les prisonniers des camps. Et confronté à la nécessité de donner son véritable nom au civil, si je puis dire, au tribunal, en fait, il a un accident cérébral et il s'effondre. Autrement dit, cette confrontation des deux noms impossible l'amène en fait quasiment à mourir. Donc, enfin, il survivra, mais à acter aussi une sorte de mort. Et cette question de l'anonymat, me semble-t-il, est tout à fait centrale, en effet, comme vous le signaliez dans le propos de Kaiko. Et si on le compare en effet avec l'anonymat des soldats vietnamiens, coréens et autres qu'il va croiser au Vietnam, on assiste, enfin on a droit, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en tant que lecteur, donc aux deux prismes, aux deux extrémités du prisme de la question de la nomination. Et d'une certaine façon, le parcours la brutalité du parcours de Kaiko, c'est sans doute en effet d'être passé de cette question de l'anonymat tel qu'on la voit dans le procès Eichmann à l'anonymat à la question de l'anonymat qu'on voit dans le texte sur le Vietnam, avec aussi bien sûr. Dernier point qui me revient alors que je suis en train de parler, dans les textes sur le Vietnam, il y a aussi une scène non pas de procès mais d'exécution donc d'un Viet Cong, une exécution publique qui a aussi énormément suscité de critiques avec la question du point de vue privilégié où Kaiko est un témoin donc à distance de cette exécution publique. 最初のデュチェンさんとそれから酒井さんのご報告は、戦争と向き合うということによってその戦後思想というものが、作り出されるということで、戦後思想が戦争と敵対するものであるという非常に積極的なその評価を与えられた。
それに対して江さんのご報告は、そうした議論、戦後におけるそうした議論が帝国植民地あるいはジェンダーの問題というものを欠いているのではなかろうかという、そういう議論でした。吉本隆明が開墾共同体を批判しているという、そういう議論に対して真っ向から批判を突きつけるものでした。一言のように申してますが、そういう主張をしたのは私であって、その議論に対する非常に厳しい批判が今日展開されたというふうに思っております。